Michel Serres, je voudrais que nous parlions, pour commencer cette émission, si vous le voulez bien, de cette petite poussette qui, depuis plusieurs mois, je le disais tout à l'heure, est en tête de toutes les listes de meilleures ventes. Avant cela, évidemment, on voudrait savoir mieux qui vous êtes, Michel Serres. C'est vrai que il faut le cerner, ce curieux touche-à-tout qui est philosophe, professeur aux États-Unis, mais membre de l'Académie française, grand admirateur de Jules Verne. De Montaigne. De Montaigne. Et n'oublions pas, grand admirateur de Tintin. C'est Mélanie Carpentier qui s'est penchée en 5 mots qui définissent Michel Serres. Regardez. Alors Michel Serres a une capacité assez étonnante à faire des ponts entre les sciences et les lettres, entre l'histoire et les mathématiques modernes, entre par exemple l'informatique de pointe et l'angéologie, la science des anges. C'est très difficile de suivre une ligne droite dans l'évolution, effectivement, de Michel Serres. On peut suivre des grands traits, ces travaux scientifiques d'histoire des sciences qu'on peut mettre. Ce sont les livres qui se rapportent, les 4 Hermès ou 5 Hermès qui, effectivement, elle a publié. C'était son attachement à Leibniz, son attachement aussi aux mathématiques, à la physique. Ensuite, il a, comment dirais-je, changé de façon de philosopher. Lorsqu'avec les 5 sens, il a justement introduit le corps. Et que le philosophe, il a des fois, certains philosophes, on dirait qu'ils sont jamais tombés, qui n'ont jamais eu soif, qui n'ont jamais sué, qui n'ont jamais transpiré, qui n'ont jamais couru, alors qu'effectivement, Michel Serres a fait tout ça. Et donc, il a introduit cette idée que nous avons un rapport de sensibilité au monde. Il a une telle culture, un tel recul historique. Il a en mémoire nos 2000 ans, peut-être même plus, 4000 ans de civilisation. Et il est capable de lire ce qui se passe aujourd'hui avec cette grille de l'histoire. Michel Serres a prévu un certain nombre de mutations. Ce qui allait advenir au monde si nous ne le respections pas assez, c'est-à-dire si nous ne traitions pas la nature comme si elle était un sujet et si on continuait à l'exploiter comme s'il était un objet. Il a aussi prévu à quelle catastrophe nous irions. Pour lui, la crise aujourd'hui, ces crises multiples aujourd'hui, elles sont une chance, elles sont une opportunité à saisir pour transformer notre regard sur le monde, pour transformer notre action sur le monde, parce qu'il sait que l'humanité va s'en sortir, parce qu'elle l'a toujours prouvé. L'humanité va s'en sortir, la question c'est comment ? Petite poussette de Michel Serres paraît donc aux éditions Le Pommier. Livre Michel Serres dans lequel vous posez cette question. Qu'est l'avenir, hein? Les nouvelles technologies impliquent-elles? Vous allez assez loin dans cet ouvrage puisque vous dites nous assistons en ce moment, sans que les philosophes veuillent l'admettre, à une véritable mutation, à une révolution aussi importante que l'invention de l'écriture et l'invention de l'imprimerie. On va développer tout cela, mais un mot d'abord sur le titre, qui depuis 6 mois est devenu, alors j'allais dire, il est presque rentré dans le langage courant, Petite Poussette. Qui est-elle, cette petite poussette? C'est tout simple, il faut quand même rendre hommage à ces jeunes filles qui, avec les 2 pouces sur la console de leur portable, ont une vélocité tout à fait extraordinaire pour envoyer des textos, et je suis parfaitement incapable de les suivre au point de vue de cette vitesse-là. Sans doute parce que les articulations sont un peu rouillées. Alors j'appelle Petite Poussette à cause de justement cette vélocité cette habileté diabolique qu'elle a d'envoyer des textos à toute vitesse. Alors c'est Petite Poussette, mais c'est aussi Petit Pousset. Oui, les jeunes filles et les jeunes gens, les jeunes hommes ne sont pas en reste. Mais je vous reconnais bien là, oui. Oui, non, pas seulement. C'est que j'enseigne quand même depuis 40 ans, et un homme de 40 ans qui enseigne depuis cet espace-là a quand même assisté à la victoire des femmes. Les femmes sont meilleures étudiantes que les étudiants. Et c'est pas un jugement personnel. Oui. Vous n'avez qu'à consulter les chiffres. Il y a 10 à 15% d'écart de réussite aux examens au concours en faveur du féminin par rapport au masculin. Je crois que les femmes ont sans doute conscience de ce qu'elles doivent probablement plus de performance que les hommes pour arriver sur le marché du travail. Ouais, donc ce sont les jeunes générations, mais particulièrement les jeunes filles. Hein. Je crois. Également, adresse aux professeurs, vous le dites, avant d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit, encore faut-il savoir à qui on enseigne. Oui. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, les professeurs, quel que soit leur niveau, enseignent à des élèves qui ne sont plus du tout ceux qu'ils ont connus il y a 10, 15 ans? Ah, pour une raison très simple, c'est que quand je rentre dans mon amphithéâtre, ce qui m'arrive encore fréquemment, je me pose la question de savoir quelle est la probabilité pour laquelle mes étudiants ont tapé la veille sur Wikipédia le sujet de mon cours. Et par conséquent, autrefois,
Ouais. On pouvait rentrer dans l'amphithéâtre avec l'idée qu'il y avait présomption d'incompétence. Alors je vais vous poser une question très simple, mais à quoi sert de faire cours encore? parce J'allais qu'il y a dire de une faire grande- cours. Ah ben- Hein, et vous posez vous-même cette question. Ah oui. Pourquoi faire cours s'ils ont accès au sujet que vous allez traiter? Et oui, mais c'est qu'il y a une grande différence entre l'information et le savoir, entre l'information et la connaissance. C'est-à-dire, une fois que l'information est là, il y a une sorte de présomption de compétence et une sorte d'égalisation entre le professeur entre l'enseignant et l'enseigné, mais ça n'empêche pas que le professeur a un rôle tout à fait décisif pour le faire rentrer dans cette connaissance-là. Mais c'est la même chose entre le médecin et le patient. Quel est le patient aujourd'hui qui tape pas sur paix de travers sur son ordinateur avant d'aller voir le médecin? Et donc, la présomption d'incompétence, là aussi, change un peu la relation médecin-malade. Et ça change beaucoup de relations, pas seulement l'enseignement, vous voyez. Alors vous allez jusqu'à dire, Michel Serres, jusqu'à écrire que c'est une rupture, qui est une rupture de civilisation, cette ère numérique, cette ère technologique. En quoi y a-t-il précisément rupture de civilisation, nouvelle civilisation? Nous sommes entourés aujourd'hui avec Jordi Savall et Madame Blackwell, avec des gens qui sont spécialistes du XVIe siècle. Vous avez remarqué, Erasme et Montaigne. Et Montaigne avait dit précisément, je préfère une tête bien pleine qu'une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Et là, il avait remarqué une rupture dans la connaissance, une rupture dans l'acquisition de l'information, une rupture dans la manière de connaître. Eh bien, c'est la même rupture que nous sommes en train de vivre. Mais alors, attendez, il avait écrit ça, et on en reparlera tout à l'heure avec vous, Sarah Blackwell, et avec Jordi Savall, au XVIe siècle, quelques décennies seulement après l'invention de l'imprimerie et sa popularisation. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le texto, Twitter par exemple, mais aussi Wikipédia et Facebook, sont aussi importants? Aussi important, peut-être plus. Mais pourquoi? Aussi important parce que c'est la même révolution en accéléré. C'est-à-dire ce qui change, c'est le couple support-message. Support, le papier, message, l'écriture, et aujourd'hui support électronique et message sur le support. Et par conséquent, vous avez un changement parallèle qui permet de comprendre le parallélisme, mais on voit la différence, évidemment, puisque la vitesse de l'électronique va beaucoup plus vite que la vitesse de l'écriture. Et par conséquent, la mémoire est plus rapide, l'acquisition des connaissances est plus rapide, etc. Alors ça par conséquent, ça fait un changement aussi. Vous voyez, la photographie, c'était Moyen-Âge, Renaissance, et maintenant on a la même photographie entre ce qui précède les nouvelles technologies et ce qui suit les nouvelles technologies. Voilà, on a à peu près la même coupure. Est-ce que cette coupure, Michel Serres, fait que Petite Poussette n'a pas le même rapport au monde que vous et moi? Le même rapport aux autres d'abord, puisque nous en avons parlé par rapport aux enseignants, par rapport aux médecins, par rapport aux autres en général. Pourquoi? Parce que il y a accès à l'information. Je dis souvent que Petite Poussette m'a fait découvrir le sens profond du mot français « maintenant ». Quand on dit « maintenant », on fait allusion à ce qui est présent, à ce qui est là devant vous. Mais « maintenant » ça veut dire autre chose, ça veut dire aussi tenir à la main. Maintenant. Alors, Petite Poussette, avec son portable, peut dire « maintenant, tenant en main ». Mais tenant en main quoi? Tenant en main l'information, tenant en main les lieux par le GPS, mais tenant en lieu aussi les personnes qu'elle peut appeler avec le portable. Et vous savez qu'il y a un théorème de mathématiques qui dit qu'aujourd'hui, en 4 coups de fil, n'importe qui peut appeler n'importe qui. Par conséquent, maintenant, tenant en main le monde. Voilà. Et qui, avant Petite Poussette, pouvait dire maintenant, tenant en main le monde? Qui? Ben, je sais pas, un empereur romain, Auguste, peut-être Louis XIV, mais des personnes rarissimes. Aujourd'hui, des Petites Poussettes, je crains qu'il y en ait 2 ou 3 milliards dans le monde. Vous voyez, il y a 2 ou 3 milliards dans le monde de gens de son âge qui peuvent dire maintenant, tenant en main le monde. Ça, c'est une utopie formidable. Il y a l'interprétation philosophique que vous faites, mais il y a aussi les faits et les faits scientifiques. Je rappelle que vous êtes, vous, Michel Serres, un philosophe des sciences, essentiellement, et vous écrivez ceci, qui à la fois fait froid dans le dos, mais peut être vécu comme une chance ou une menace. J'aimerais que vous nous le disiez d'ailleurs. Les sciences cognitives, écrivez-vous, montrent que l'usage de la toile, la lecture ou l'écriture, au pouce, des messages, la consultation de Wikipédia ou de Facebook n'excite pas les mêmes neurones, ni les mêmes zones corticales que l'usage du livre, de l'ardoise ou du cahier. Mais bien sûr. Mais rappelez-vous le livre d'un de mes collègues de l'Académie des sciences qui s'appelle Dehaene, qui a fait un livre qui s'appelle Les neurones de l'écriture. Il était là pour en parler il y a un an. Il pose à la fin une question très intéressante, Dehaene, et il dit, mais voyons, mais à quoi servaient ces neurones avant qu'on invente l'écriture? C'est une vraie question.
Vous voyez, donc il y a un déplacement d'excitation ou de zones excitées dans le cerveau selon le support qu'on considère ou selon le message sur le support. Deux manières d'appréhender cela. Soit c'est un drame parce qu'on n'est plus capable de faire comme avant, le fameux comme avant, on change la tête. Nostalgie d'une certaine manière, mauvaise nostalgie. Exact. Soit on se dit c'est une chance pour l'humanité. Quelle est votre version? On change la tête. On change la tête, mais exactement comme Montaigne avait dit, qu'on changeait la tête bien pleine de la tête bien faite. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je raconte à la fin de Petite Poussette l'histoire de l'évêque Saint-Denis, à qui on coupe la tête, vous voyez, et sa tête roule par terre et il tient sa tête à la main. Vous vous rappelez? Et il continue à marcher jusqu'à la butte de Saint-Denis avec sa tête sous le bras. Oui. Voilà. Eh bien, quand on regarde l'ordinateur, qu'est-ce qu'on a dans la main? Eh bien, quand j'étais jeune, le cours de philosophie disait, Barbara s'en souvient peut-être aussi, que la connaissance humaine était faite avec la mémoire, l'imagination et la raison. Vous vous rappelez, c'est les trois facultés. Ben, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ordinateur? Il y a de la mémoire, il y a des millions d'images, et il y a des moteurs de recherche qui me permettent de résoudre des questions. Il y a mémoire, imagination, raison. La tête est devant moi. Voilà. Ma tête est là. Mais vous voyez, comme Saint-Denis, c'est extraordinaire. Votre livre pose plein de questions. Il y a un énorme débat depuis 6 mois autour de ce livre et beaucoup de gens se posent cette question. Finalement, ce que l'on gagne en immédiateté, en accessibilité immédiate au savoir, ne le perd-on pas en profondeur? Ça, quelle est votre réponse? La question s'est posée déjà au moment où on a inventé l'imprimerie, cher ami. C'est-à-dire au moment où on a regardé tous les livres qui sont autour de vous. Je vous pose une question. Les avez-vous tous lus? Non, mais je peux vous dire qu'il n'y a que des bons livres. Et heureusement que je ne les ai pas tous lus. Ça me laisse quelques années de bonheur devant moi. Je n'ai jamais lu la Bibliothèque nationale. Par conséquent, il y avait déjà une information formidable à cette époque-là. Oui. Et on pouvait dire, mais comment pourront-on dominer tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de profondeur? C'est exactement la même question que nous posons aujourd'hui. Bon. Elle a été résolue depuis déjà 2 siècles. Bon alors, loin de moi l'idée de ronchonner, mon cher Michel Serres, évidemment, mais tout de même... C'est grand-papa Ronchon, qui est le grand-père de Petite Poussette. Exactement, donc loin de moi l'idée de ronchonner contre tout ce qui est nouveau, mais ne risque-t-on pas tout de même de tomber dans l'obéissance aux sollicitations à court terme, en permanence? Aujourd'hui, on tweet en 140 signes. Vous devez résumer votre philosophie en 1 minute 30, guerre et paix en 5 minutes, et vous devez pitcher, paraît-il, dans certaines émissions, ce que vous avez écrit. Est-ce qu'on ne risque pas, à force de vouloir aller très vite à l'information, d'aller au plus court, ce qui n'est pas tout à fait la voie de la philosophie, qui suppose, comme la poésie ou la littérature, des détours? Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'époque de Montaigne, vous avez inventé l'imprimerie, on avait exactement la même question. C'est-à-dire, on disait, c'est curieux, vous saviez par cœur autrefois tous les historiens de l'Antiquité, parce que vous étiez historien, maintenant ils sont sur la librairie, on n'a plus besoin de savoir par cœur. Donc ça va à toute vitesse. Est-ce qu'on ne va pas perdre la profondeur? C'est exactement la même question. Vous voyez, donc à chaque révolution se posent de façon permanente des questions pratiquement analogues. Vous faites l'éloge à un moment, vous l'évoquez plus exactement, d'un printemps occidental. On a eu les printemps arabes. Que serait pour vous, Michel Serres, un printemps occidental? C'est-à-dire que lorsque tout à l'heure j'ai parlé de Petite Poussette qui dit « maintenant tenant en main le monde », j'ai aussi parlé des relations que Petite Poussette entretient avec ses enseignants, entretient avec son médecin, entretient avec ses parents. D'ailleurs, le livre, souvent, les parents me disent « je suis content de l'avoir lu parce que je comprends mes enfants ». Les professeurs me disent « je suis content de l'avoir lu parce que je comprends mieux etc. Vous voyez? Et dans ce cas-là, eh bien voilà, il y a en effet une nouveauté qui arrive et qu'il faut admettre. Ouais. Vous posez quand même une question sur laquelle on se tend un tout petit peu et qui est la suivante. Comment comprendront-ils la vie, Petite Poussette et ses enfants, sans avoir expérimenté dans la souffrance, ce sont vos termes, l'urgence vitale d'une morale? Dans la souffrance. C'est vrai, c'est autre chose. C'est-à-dire que la révolution technologique est arrivée au moment même où il y avait déjà beaucoup d'autres révolutions qui étaient en train de se faire. En particulier, vous le savez, je l'avais dit dans le temps des crises, nous étions 50% de paysans en 1900, nous sommes 0,8% de paysans, donc le monde a changé. Et puis, dans ma vie, qui pourtant n'est pas très longue, au début de ma vie, figurez-vous, il y avait moins de 2 milliards d'habitants sur la planète. Est-ce que vous connaissez des vies humaines où le nombre d'habitants s'est multiplié 2 fois? 2 fois de 4 fois de 8, nous sommes 7 milliards et demi, vous voyez. Donc le nombre d'habitants, c'est... Et donc le monde dans lequel rentre Petite Poussette n'est pas le même, et en plus il y a de nouvelles technologies. Voilà. C'est ça la différence. Voilà les défis qu'il va falloir relever. Et puis la question qui vous obsède aussi.
hein, la question qui traverse toute votre œuvre, comment l'histoire bifurque-t-elle? Voilà. Vous posiez la question il y a 50 ans dans vos premiers livres, finalement la réponse vient peut-être aujourd'hui avec Petite Poucette. Je le crois parce que au début, il y a 50 ans, j'ai écrit 5 Hermès Oui. pour dire que ça serait la révolution prochaine, c'est-à-dire l'information et la communication. On ne m'a jamais écouté. Écoutez, c'est trop simple, on m'écoute 50 ans après. Voilà. C'est pas très grave, vous n'en êtes pas nostalgique. Non, pas du tout. Et la nostalgie, c'est ma voisine. Petite Poucette, c'est aux éditions Le Pommier, donc sous la signature de Michel Serres. Alors précisément,